Bonjour à tous. Nous sommes ravis aujourd'hui avec l'Extinso de vous faire un webinaire portant sur la note de synthèse. Alors, je vais rappeler les éléments et la façon dont nous allons procéder et puis ensuite nous commencerons. Nous allons dans un premier temps de 12h30 à 13h15 faire quelques rappels méthodologiques en se basant sur l'ouvrage qu'a publié l'Extinso portant sur la note de synthèse. Et à l'issue, à partir de 13h15, nous aurons le plaisir avec Lucie qui m'accompagne de reprendre les questions que vous avez la possibilité de poser tout au long de ces 3 quarts d'heure. Et Lucie reposera chacune de ces questions et j'y répondrai. Et c'est surtout cette phase qui est importante aujourd'hui, cette interaction que l'on va avoir ensemble grâce aux questions que vous allez au fur et à mesure poser et qui sera, je crois, la richesse de cet échange. Pour revenir très rapidement, donc la collection L'Extinso portant sur le CRFPA, c'est un ensemble d'ouvrages qui ont vocation à vous préparer au mieux à la réussite de votre examen professionnel du CRFPA. Différents ouvrages sont à votre disposition. Aujourd'hui, nous allons principalement nous concentrer sur la note de synthèse. Vous avez à côté de moi un kakémono qui est très bien fait. Je remercie grandement ceux qui ont contribué à sa réalisation, qui vous présente quelques ouvrages dont je suis l'auteur et également ou co-auteur. Et vous avez d'autres ouvrages en complément de cette excellente collection CRFPA chez l'Extinso. Alors, la note de synthèse, c'est une épreuve redoutée. Il faut en convenir. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, la note de synthèse n'est pas forcément une épreuve qui est enseignée avant une préparation d'examen ou de concours. Et les étudiants sont plus rassurés quand ils ont notamment des dissertations parce qu'ils sont amenés à en réaliser au cours de leur scolarité. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est naturellement de dédramatiser parce qu'on est ici pour vous encourager, surtout pour réussir cet examen professionnel, de vous donner quelques conseils, clés de lecture qui pourront éventuellement vous amener dans ce sens. Pour ce qui concerne la note de synthèse, c'est aussi une épreuve redoutée parce qu'elle comprend un coefficient important. Sur les 4 épreuves d'admissibilité, les 3 autres sont d'un coefficient 2, la note de synthèse étant un coefficient 3, et donc au total, coefficient sur 9 de coefficient, elle représente un tiers de la note d'admissibilité. Vous pouvez vous rendre compte qu'elle joue un rôle prépondérant, à notre sens, dans le cadre de votre réussite. La note de synthèse, donc, vous est présentée dans un ouvrage de la collection L'Extinso, c'est la 9e édition. Cet ouvrage est écrit à la fois par un magistrat, votre serviteur, et un professeur d'université, le professeur Boris Bernabé, actuellement doyen de la faculté de droit Jean Monnet de l'université Paris-Sud. Paris-Saclay, qui a changé de nom récemment. Donc c'est l'université de droit Jean Monnet de l'université Paris-Saclay. Donc c'est le regard de 2 professionnels qui ont participé depuis de nombreuses années, soit à la présidence de jury, soit à la préparation, soit à la correction de cette épreuve de note de synthèse. L'ouvrage a 2 objectifs. Tout d'abord, une partie théorique, donc de rappeler aux étudiants la méthodologie qu'il y a lieu d'appliquer sur la note de synthèse, sachant que ce qui rend la difficulté de cet exercice, c'est la nécessité de maîtriser plusieurs techniques pour, au final, réussir l'épreuve de la note de synthèse. Mais nous allons y revenir de façon très concrète et éventuellement grâce à vos questions. Et une deuxième partie consacrée à l'application de la note de synthèse proprement dite. C'est-à-dire que cet ouvrage va vous donner une méthodologie décortiquée du début jusqu'à la fin. En fait, quelque part, on va prendre l'étudiant et on va le tenir par la main, comme un fil d'Ariane, en lui disant, voilà,
vous avez votre dossier. À partir du dossier, voilà les différentes étapes à conduire pour, au final, arriver à la note de synthèse. Et non seulement vous avez une méthodologie totalement détaillée, mais en plus, vous avez quelques notes de synthèse qui vous sont proposées avec, à notre sens, un double objectif. Tout d'abord, la méthode, parce que c'est un ouvrage de méthodologie, mais aussi, et ne l'oubliez jamais, la méthodologie, c'est un prétexte aussi pour vous faire acquérir des connaissances. Pour preuve, la 9e édition de la note de synthèse inclut deux nouvelles notes de synthèse portant sur des thématiques d'actualité. La première concerne les arrêtés anti-pesticides des mers. Comme vous le savez, c'est un thème ô combien important depuis plus d'1 an et qui va nous occuper encore pendant quelques mois, sinon, j'en suis sûr, plusieurs années, avec des maires qui ont pris des arrêtés pour interdire la propagation et la diffusion de pesticides à proximité des habitations et ces arrêtés ont été contestés et donnent lieu à un contentieux important. Donc, question vitale aujourd'hui à connaître. Vous avez une note de synthèse portant sur ce sujet. Vous avez également une note de synthèse portant sur l'état d'urgence sanitaire. Alors, vous savez tous que l'état d'urgence sanitaire n'est pas inclus dans les épreuves d'admissibilité. Mais vous aurez forcément à en connaître pour le grand oral, où, à n'en pas douter, vous aurez de nombreuses questions sur l'ordre public sanitaire et tout ce que nous connaissons depuis le mois de mars 2020. Donc, la note de synthèse, c'est aussi un prétexte pour vous d'actualiser vos connaissances et d'être au top sur l'état d'urgence sanitaire. Et puis, vous avez d'autres thèmes tout aussi importants, l'absentéisme concernant les agents publics, où vous avez chaque année, lors du vote de la loi de finances initiale, une volonté des parlementaires, au moins de certains, d'instituer une durée d'absentéisme au-delà d'1 jour, ce qui est le cas aujourd'hui dans la fonction publique, et d'aligner cette durée d'1 jour sur celle de 3 jours de droit commun dans le secteur privé. Donc, nouvelle question d'actualité, qui aujourd'hui en plus est très intéressante au regard de l'état d'urgence sanitaire et du présentéisme et de la possibilité que nous avons de travailler à distance avec les outils numériques qui sont à notre disposition. Donc l'absentéisme, le présentéisme et tout ce qui en découle sont des questions qui demeurent ô combien d'actualité. Vous avez également une note de synthèse qui vous est proposée sur l'ouverture au public des décisions juridictionnelles. Et là, on ne peut pas faire plus actuel avec le décret Open Data qui a été publié le 29 juin 2020. Alors naturellement, il n'est pas inclus dans la note de synthèse puisque l'ouvrage a été finalisé au fin avril, début mai pour être publié en juin, mais nous vous présentons dans cette note de synthèse toutes les questions intéressantes relatives à ce décret dont nous avions déjà le projet à disposition. Et enfin, une note de synthèse portant sur justice et algorithme. Et vous avez aujourd'hui, vous avez pu constater que les parlementaires demandent la constitution d'une autorité administrative indépendante à même de traiter des algorithmes liés à la justice. Voilà, donc vous avez véritablement des notes de synthèse dans cet ouvrage qui collent vraiment au plus près de l'actualité pour vous entraîner sur la méthodologie, mais aussi vous donner des connaissances qui vous seront très utiles pour le grand oral. Pour revenir à la pratique de la note de synthèse qui est décortiquée du début jusqu'à la fin porte sur un sujet ô combien important qui est celui de l'économie circulaire. Donc si l'environnement est important aujourd'hui, un point spécifique sur l'économie circulaire est traité dans cet ouvrage. Voilà pour la présentation générale. Je vous propose maintenant qu'on en vienne à la méthodologie proprement dite. Cet ouvrage va d'abord vous rappeler quelques fondamentaux pratiques, ne serait-ce que, par exemple, la durée de l'épreuve, 5 heures. Cette durée est essentielle, car vous n'avez pas 1 minute de plus. Vous le savez, l'épreuve se déroulera le mardi 1er septembre 2020 de 13 h à 18 h. Pourquoi est-ce que j'insiste sur l'horaire? Parce que l'horaire est important. Tout organisme humain a un cycle. Certains d'entre nous préfèrent travailler le matin, d'autres l'après-midi, d'autres le soir. Et d'ailleurs, vous retrouvez ces cycles avec le sport. Pour ceux d'entre nous qui font régulièrement du sport, connaissent, et notamment la nécessité de s'entraîner pour habituer l'organisme à certains efforts.
Eh bien, il en est de même pour la note de synthèse. Et je vous invite d'ailleurs, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous entraîner avec une note de synthèse sur le créneau horaire tel qu'il sera le jour de l'examen, pour habituer votre organisme. Réfléchissez, s'il faut que vous commenciez à 13 h, il vous faudra vous rendre sur place, et par conséquent, il vous faudra déjeuner bien avant. Et donc, dès maintenant, habituez éventuellement une, voire deux, voire trois notes de synthèse sur ce créneau horaire pour vous habituer à déjeuner avant et à prendre conscience que la durée de l'épreuve fera que vous serez dans la nécessité de vous alimenter pendant l'épreuve, soit avec une barre chocolatée ou autre chose, et avoir de la boisson à proximité. Ne négligez pas cet aspect, il est essentiel. Si vous avez un coup de fringale au bout de 3 heures, au bout de 4 heures, ça sera très compliqué pour vous pour finir votre épreuve dans les temps et surtout la finir, car vous ne savez sûrement, mais si vous ne terminez pas votre note de synthèse, il y a de fortes chances pour que vous n'ayez pas la possibilité de dépasser la note de 10 sur 20. Donc, c'est un impératif pour vous, il faut finir la note de synthèse. Et donc, partez vraiment de cette chose très pragmatique qui est de l'horaire, 13 h, 18 h, il faut l'intégrer, y compris dès maintenant dans votre préparation. Vous avez également tout un tas d'autres conseils. On vous rappelle les textes, ils sont essentiels dans votre futur métier d'avocat. Il faudra toujours partir des textes et pas forcément se contenter de ce que diront d'autres auteurs des textes. Non, votre métier à vous, c'est de défendre les intérêts de vos clients et par conséquent, vous-même, vous ne faites confiance à personne, vous allez vérifier les textes. Il en est de même, on vous rappelle les textes, le contenu de la note de synthèse et comment ça doit se passer. Vous avez ensuite une partie qui, à mon sens, est essentielle. Il faut prendre le temps de la lire, de la relire et vraiment de s'en imprégner. C'est celle qui concerne les indispensables à connaître, notamment sur la langue française. Sachez que tout correcteur, tout évaluateur a à quelques points à sa disposition pour valoriser ou pas la copie qu'il est chargé d'évaluer. Alors, si vous êtes un étudiant qui avait fait une copie remarquable sur le fond et qu'en plus, la forme est là, aucune faute d'orthographe, aucune faute de grammaire, eh bien l'évaluateur va peut-être vous mettre 1 point, 2 points en plus. Donc ce qui fait que là, vous avez forcément une copie au-delà de 15 sur 20. Remémorez-vous le fait que cette note compte pour 1/3 de la globalité. Donc vous comprenez qu'en ayant au-delà de 15 dans une note de synthèse, vous avez des chances véritables, notables, d'être admissible. Et là, on vous rappelle quelques fondamentaux. Par exemple, faut-il mettre une majuscule à un pays? Quels sont les mots qui ont une majuscule? Et la ponctuation, etc., etc. Voilà. Donc là, les auteurs ont pris le soin de détailler des conseils qui, à notre sens, sont précieux parce qu'ils sont tirés de notre expérience, l'expérience que l'on a acquis au quotidien en concevant des sujets et surtout en les corrigeant. Actuellement, je coordonne l'équipe pédagogique de préparation à la note de synthèse donc de l'IEJ de Sceaux, et donc cette équipe pédagogique nous fait remonter à chaque galop d'entraînement, à chaque galop d'essai, les erreurs, les points améliorés, et c'est à partir de cette expérience donc que nous valorisons dans cet ouvrage les conseils qui sont importants. Ne négligez pas ceci. Il y a une phrase très importante d'un auteur important en France qui est Victor Hugo. Il a écrit « La forme, c'est le fond qui remonte à la surface ». La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Et pour la note de synthèse, c'est essentiel. Les étudiants que je forme, je leur projette ou j'écris au tableau la forme telle qu'elle doit être sur la note de synthèse. Je vous la rappellerai rapidement tout à l'heure. Mais déjà, le correcteur ou l'évaluateur, quand il a une forme qui correspond à l'attendu, il a déjà un a priori favorable vous concernant. Ne négligez jamais cet aspect. La forme, c'est important. Quand vous serez avocat, il y a des règles de forme à respecter dans un palais de justice. Eh bien, c'est un point à intégrer dès maintenant, y compris dans la note de synthèse. Ensuite, les auteurs vous ont défini ce qu'était une note de synthèse. Une note de synthèse, c'est une épreuve compliquée. Compliquée, pourquoi? Parce que c'est un condensé de différents savoir-faire. Par exemple, d'abord, être capable de lire rapidement des documents. Vous avez à peu près 15 documents et à peu près 30 pages, tels que cela ressort des consignes de la Commission nationale. Et à partir de là,
il vous faut lire rapidement ces documents. Et donc, une des premières techniques à maîtriser, c'est la lecture rapide. Mais la lecture rapide, ce n'est pas une lecture qui consiste à survoler, c'est une lecture qui va consister à s'imprégner des idées principales et mettre de côté les idées accessoires. Donc, c'est une lecture intelligente des documents, mais rapide, parce que tout le temps passé à lire est un temps que vous ne passez pas à ce qu'il reste à faire. Étape suivante va consister à extraire de chaque document les idées essentielles. Ensuite, il va s'agir de bâtir un plan. Étape essentielle et redoutée bien souvent. Rédiger l'introduction. Et enfin, écrire pour restituer sa note de synthèse. Alors écrire, ça paraît simple. Mais à l'ère dans laquelle nous vivons, nous écrivons de moins en moins, puisque nous utilisons tous au quotidien des ordinateurs. Et donc, nous avons l'habitude de taper sur les ordinateurs, mais de moins en moins d'écrire. Et à partir de là, il y a une nécessité qui va consister à, au minimum, à réaliser 3 notes de synthèse en écrivant, pour habituer de nouveau son poignet à écrire, et surtout à ce que l'écriture soit belle du début jusqu'à la fin. Parce qu'un étudiant qui a perdu l'habitude d'écrire, la première page de sa note de synthèse, il va à peu près l'écrire correctement, et puis au fur et à mesure, son poignet va se fatiguer. Comme il n'aura plus l'habitude d'écrire, son écriture va devenir de plus en plus illisible. Et ça, il faut l'éviter à tout prix. Ça vous porterait préjudice dans l'évaluation de votre copie. Voilà, la maîtrise du temps. La maîtrise du temps, elle est essentielle. L'ouvrage, en décortiquant les différentes étapes, vous donne une chronologie des 5 heures. Grosso modo, prise de contact de la copie, du dossier qui vous est confié 15 minutes. Alors, ne négligez pas cette prise de contact, parce que souvent, une note de synthèse, un dossier de note de synthèse, c'est un arbre qui cache la forêt. Donc, pour aller au-delà de cet arbre, pour le contourner et avoir une vision d'ensemble, il faut commencer par prendre un peu de temps, à savoir bien lire éventuellement l'intitulé. Si on vous dit « la note de synthèse porte sur » et qu'on vous donne un thème d'ensemble, prendre quelques secondes pour dire « bon, le thème qui nous est proposé, c'est celui-ci ». Une fois que cette étape est faite, on passe au sommaire et on regarde rapidement la nature des documents qui constituent le dossier. Donc sur ces environ 15 documents, vous pouvez avoir plusieurs types de documents. Des documents de doctrine, de la jurisprudence, des extraits de rapports, du Conseil d'État, de la Cour de cassation, de différentes autorités administratives indépendantes, de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Conseil économique, social et environnemental, etc., etc. Quelle est la nature des documents? S'il y a de la jurisprudence, est-ce qu'elles sont à mettre dans la même veine jurisprudentielle? Est-ce qu'il y a des revirements de jurisprudence? Et c'est ça qui, très rapidement, doit être vu de votre part pour ensuite lire les documents en ayant d'ores et déjà à l'esprit quelques idées, et encore plus au moment où vous bâtirez votre plan. Ne négligez pas ces 15 minutes, elles sont essentielles, c'est ce qui va permettre à votre cerveau d'intégrer le thème et d'intégrer les documents, la nature des documents, et éventuellement votre inconscient va commencer à agréger des idées. Voilà. 15 minutes importantes. Après ces 15 minutes, vous avez une lecture des documents, étape indispensable, environ 2 heures. Encore une fois, c'est un ordre d'idées qu'on vous donne, un ordre de grandeur qu'il vous faudra affiner, personnaliser en pratiquant. Comme je vous le disais précédemment, en général, un étudiant a besoin de 3 notes de synthèse pour vraiment se caler. La 3e est le fruit de l'expérience des 2 précédentes et il commence à avoir un ordre d'idées précis sur le timing qu'il devra ensuite appliquer le jour de l'examen. Il ne faut pas improviser. Aucune improvisation n'est à inclure dans votre préparation pour ce type d'exercice. Nous reviendrons sur la lecture. Ensuite, l'élaboration du plan et la rédaction de l'introduction, environ 35 minutes. La rédaction de la note de synthèse, proprement dite, environ 2 heures. Enfin, autre étape comme la première à ne pas négliger, qui est celle de la relecture. En effet, il faut consacrer environ 10 minutes à relire pour
nettoyer votre copie des quelques scories que l'on commet tous quand on écrit sous la pression, le stress et rapidement. On oublie certains accords, on oublie parfois même des mots. C'est pas grave. L'important, c'est de consacrer ces 10 minutes à faire ce petit nettoyage de forme à la fin pour rendre une copie la plus propre au niveau orthographique, grammatical possible. Alors, cet ordre de grandeur que l'on vous donne, il va être aménagé en fonction de votre faculté à aller plus ou moins vite. Si au début 5 minutes vous suffisent pour lire le sujet et le sommaire, c'est 10 minutes que vous allez pouvoir consacrer éventuellement à la lecture des documents si il vous faut plus de 2 heures. Si l'élaboration du plan, et c'est généralement le cas, si l'élaboration du plan et l'introduction vous prennent plus de 35 minutes, et je crois que bien souvent les étudiants y passent jusqu'à 3/4 d'heure, eh bien, le temps consacré à ça, il faut le gagner sur le reste. Le gagner sur quoi? Soit sur la lecture du document, mais je ne vous invite pas trop à réduire ce temps parce que vous pourriez passer à côté des idées essentielles. C'est plutôt, par contre, sur la rédaction de votre note de synthèse. Pour rédiger vite, eh bien, dans ces cas-là, un seul secret, vous entraînez. Habituez-vous à écrire. Voilà, parce que l'épreuve aujourd'hui le nécessite. Voilà pour ça. Alors, maintenant, sur 2 éléments importants. Tout d'abord, la lecture des documents. La lecture des documents, ça nécessite de votre part d'avoir une méthodologie. 2 existent. La première, enfin 2 importantes, vous pouvez avoir des variantes que vous allez ensuite réaliser en fonction de ce qui vous convient le mieux. La première va consister à prendre le dossier, à le laisser agrafer et à travailler sur les documents. C'est une première façon de faire. Et là, il faut vraiment faire preuve d'intelligence, faire feu de tout bois pour valoriser le document avec des post-it, des codes couleurs. Par exemple, dans les petits trucs qu'on peut vous donner, vous commencez à mettre des post-it par couleur, par sous-partie. Par exemple, vous vous dites, bon, 2 parties, première sous-partie, ça sera du bleu, premier post-it bleu, deuxième sous-partie vert, ensuite violet, ensuite jaune. Et au fur et à mesure, vous déplacez vos post-it. Et après, une fois que vous avez fini de lire les documents, déjà, vous avez un code couleur qui vous préoriente sur un plan. Premier conseil qu'on peut vous donner. Vous pouvez utiliser des stabilos, etc., etc. Premier grand ensemble. Deuxième ensemble de méthodes va consister à partir du dossier qu'on vous donne et à extraire les idées et travailler, vous, sur une page à part. La plupart du temps, on vous conseille de prendre une feuille, de la mettre en long et de faire des tableaux. Et à partir de là, vous reprenez les idées dans chaque document et vous les reportez dans votre tableau. Et après, à partir de ces tableaux, vous bâtissez votre plan. Donc, vous ne revenez plus au document de départ. Voilà, donc là, vous avez vraiment 2 méthodes totalement différentes. Il vous faut tester peut-être l'une et l'autre, voir celle qui vous convient le mieux, et ensuite les appliquer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous choisissez l'une des 2 méthodes, il vous faudra en choisir une, c'est celle que vous appliquerez et il faudra vous y tenir. Il est hors de question le jour de l'examen de changer de méthode, en tout cas, ça serait prendre un risque inutile. Les 2 méthodes présentent des avantages et des inconvénients. Donc, on pourra reparler si vous souhaitez à travers les questions, mais quand vous travaillez sur les documents, vous avez le risque de paraphraser. Quand vous travaillez, quand vous faites une extraction et que vous repartez sur vos idées, le risque éventuel est de louper une idée importante ou d'avoir mal traduit une idée et quand vous allez rédiger votre note de synthèse, éventuellement de faire un non-sens ou un contresens. Voilà. Donc, c'est vraiment après par l'entraînement que vous allez gommer les éventuels inconvénients de chacune des méthodes. Voilà. Chaque méthode a des avantages et des inconvénients. Il faut les pratiquer et à vous de déterminer la méthode qui vous convient le mieux. Voilà. C'est vraiment ça l'objectif de la préparation, l'objectif de l'entraînement. L'élaboration de la rédaction. Je vous le disais précédemment, Victor Hugo a écrit « La forme, c'est le fond qui remonte à la surface ».
c'est essentiel. Vous avez des contraintes et des attendus qui font que si vous ne les remplissez pas, vous n'aurez pas la moyenne. L'un des premiers attendus est la longueur. Nous sommes dans une épreuve qui s'intitule note de synthèse. Par conséquent, la longueur, c'est 4 pages. De nombreux étudiants nous interrogent pour savoir si la copie qu'il aurait remis, à savoir une copie double, ne doit pas, s'ils doivent se limiter à cette copie, pardon. Alors, ce que vous pouvez retenir, c'est que vous avez à devoir indiquer sur cette copie votre nom, votre prénom, un certain nombre d'informations, éventuellement votre numéro de carte d'étudiant, et puis vous allez cacheter. Et cette première page, donc recto verso, est obérée par quasiment un quart, voire un tiers de la page, par cette anonymisation de votre copie. Alors, eh bien, il faut défalquer ça de la copie double. Et à partir de là, vous comprenez que vous avez la possibilité, sans enfreindre finalement l'objectif et l'attendu des 4 pages, de fournir une page en plus, un recto, au moins la moitié, voire les 3/4 de cette page. Et si vous avez une écriture qui est un peu grosse et que vous laissez bien des lignes entre différents éléments de votre note de synthèse, on peut admettre, en étant raisonnable, que si vous restituez une copie double plus une page uniquement recto, vous restez dans l'esprit de ce qu'est la note de synthèse. Voilà. Donc ça, c'est un premier impératif. Deuxième impératif, pas de conclusion. La conclusion est interdite. Donc surtout pas de conclusion, on vous enlèverait des points. Et d'autant plus que la conclusion, comprenez-le bien, est contraire à l'exercice. La note de synthèse ne se prête pas, dans sa nature même, à une conclusion. On n'a pas à faire une synthèse, puisque c'est déjà la nature de l'exercice, et on n'a pas à faire une ouverture, parce que l'ouverture vous amènerait à apporter des idées nouvelles. Or, ce n'est pas l'objectif. La note de synthèse, vous avez bien compris, ça consiste à prendre des idées dans un dossier qui vous est proposé et à se limiter à ces idées. Vous devez restituer les idées essentielles, mais surtout, vous ne devez pas apporter d'idées nouvelles. Et c'est exactement en plus un exercice qui est celui que vous connaîtrez quand vous serez dans votre future activité professionnelle, puisque quand vous aurez à établir un dossier, vous mettrez en référence les jurisprudences et les documents sur lesquels vous vous fonderez. Donc c'est exactement la même méthodologie, sauf que là, on vous donne le dossier, il est préétabli, il est préconstitué, vous le prenez tel quel, et c'est à partir des informations qu'il contient, des données qu'il contient, que vous allez bâtir votre note de synthèse. Donc, pas de conclusion et limité à 4 pages. Maintenant, sur la présentation, elle est somme toute assez classique, mais je la rappelle pour insister sur quelques fondamentaux. La note de synthèse, c'est tout d'abord une introduction courte, 10-15 lignes au maximum. À partir de là, vous avez une accroche. L'accroche, en général, il faut lui adjoindre un document. Pour vous donner un petit tuyau, quand je concevais des notes de synthèse, avant que les sujets soient faits au niveau national, depuis 3 ans, je prenais un document qui était soit un document historique, soit un document très récent. Et c'était souvent l'accroche de la note de synthèse. Donc, conservez à l'esprit que si vous avez dans votre dossier un document ultra récent, le plus récent, ou un document historique, éventuellement, il peut être utilisé pour l'accroche. Après l'accroche, donc vous citez le document, vous avez l'intérêt du sujet. Beaucoup d'étudiants disent ou se questionnent sur la problématique et disent mais en fait, quelle est la différence entre l'intérêt du sujet et la problématique? Il y en a un ou pas. Il y en a un si on considère que la problématique, c'est donner son point de vue sur un sujet, auquel cas vous avez bien compris, ce n'est pas la nature de l'épreuve. La note de synthèse ne consiste pas à ce que vous donnez votre point de vue. La note de synthèse consiste à ce que vous preniez les idées essentielles pour bâtir un plan et donner les idées telles qu'elles ressortent du dossier. Mais c'est moins votre point de vue à vous qui compte, parce que vous n'avez pas à dire « je », vous n'avez pas à dire « nous », vous n'avez pas à dire « non » dans ce type d'épreuve. Cela n'est pas admissible dans la restitution d'une note de synthèse. Par contre, il vous faut présenter l'intérêt du sujet. Voilà. Donc, en ce qui nous concerne, de parler de problématique n'est pas un souci en soi, mais
mettons-nous d'accord sur les mots. Et la note de synthèse est un exercice idéal parce que les mots ont un sens. Quand on parle de licenciement, le licenciement, selon le code du travail, selon d'autres dispositions, il peut avoir un sens différent. Là, c'est pareil. Gardez à l'esprit que c'est une épreuve technique, très technique, qui notamment permet de vous évaluer sur le sens que vous allez accorder aux mots. Là, encore une fois, l'intérêt du sujet, vous voyez, c'est neutre. L'intérêt du sujet, c'est valoriser le thème qu'on vous a proposé. Une fois qu'on a fait l'accroche, une fois qu'on a fait l'intérêt du sujet, on présente le plan. Le plan, c'est une ou deux phrases avec un grand 1 romain entre parenthèses et un grand 2 romain entre parenthèses. Une fois que l'introduction courte est présentée, on passe aux deux parties. La première partie, alors je vais présenter uniquement la première partie parce que la seconde partie sera exactement de la même façon. La première partie, c'est un titre. Donc prenez le temps de mettre un grand 1 romain, votre titre, et vous le soulignez. C'est très clair pour, comme ça, le correcteur. Ensuite, vous sautez une ligne et vous présentez le chapeau. Qu'est-ce que le chapeau? C'est une présentation des deux sous-parties. Donc c'est pareil, une phrase ou deux phrases au maximum, donc c'est 2 ou 3 lignes, avec un grand A romain entre parenthèses, un grand B romain. Une fois que vous avez fait finalement le préambule, donc le chapeau de vos deux sous-parties, vous passez aux sous-parties. Première sous-partie, grand A, un titre, vous le soulignez, et ensuite vous avez 2 à 3 paragraphes. Un paragraphe, c'est au minimum un document cité, voire 2, voire 3 documents, au maximum. Parce qu'après, quand vous allez calculer le nombre de paragraphes, 2 à 3 paragraphes par sous-partie, vous allez retomber sur le nombre de documents et le nombre d'idées contenues dans les documents. Vous voyez, tout ça, finalement, c'est normé et c'est assez logique. Et c'est en vous entraînant que vous allez le comprendre, vous allez le pratiquer et que vous allez véritablement réussir votre note de synthèse. Donc, première sous-partie, 2 à 3 paragraphes. Au sein de chaque paragraphe, 1, 2 à 3 idées. Beaucoup d'étudiants s'interrogent, et ils ont raison, sur la façon d'écrire, et notamment de citer les documents. Vous avez le choix, soit vous mettez document en toutes lettres et le numéro, soit vous indiquez en parenthèse doc, point et le numéro, c'est exactement pareil. Autre question qui revient généralement, faut-il citer le document à l'issue de la phrase ou à l'issue du paragraphe? Encore une fois, tout va dépendre de la réalité. Si vous avez un paragraphe que vous avez extrait d'un seul document, il n'y a aucun intérêt à faire une première phrase et à mettre par exemple document numéro 2, faire la phrase suivante, document numéro 2, et la troisième phrase, document numéro 2. Simplifiez-vous la vie. Les correcteurs adorent les étudiants qui sont pragmatiques et qui vont droit au but. Vous citez vos 3 idées et vous citez document numéro 2. C'est très bien ainsi. Si vous avez 2 documents qui ont la même idée, vous citez document numéro 1 et 2, par exemple. Un document, a priori, n'est pas à citer plus de 3 fois. Pourquoi? Parce que si vous citez un document plus de 3 fois dans votre note de synthèse, vous rompez l'équilibre. Comme il vous est fortement déconseillé d'avoir une première partie, par exemple, qui va faire 3 pages, et une seconde partie qui va faire 1 page, parce que là, vous avez un déséquilibre d'ensemble dans votre note de synthèse. Mais il en est de même dans vos idées. Un document ne peut pas être cité plus de 3 fois en général. Voilà, pour quelques idées d'ensemble. Maintenant, j'en reviens sur la forme, mais c'est assez important parce que comme vous avez assez peu pratiqué la note de synthèse, mais que vous pratiquez bien plus la dissertation, il y a un certain nombre de mots à éviter, qui sont souvent le révélateur d'étudiants qui sont restés sur des schémas, et c'est parfaitement admissible, on le comprend parfaitement, des schémas liés à la note de synthèse. Par exemple, il convient de, il y a lieu de, etc., etc. Donc, vous avez vraiment une exigence de dépolluer votre langage écrit de tous ces mots qui n'ont vraiment pas leur place dans la note de synthèse. La note de synthèse, c'est restituer objectivement des idées que vous avez replacées, et surtout ça, c'est ça qui est important, c'est ce qui fait la différence entre un résumé et une note de synthèse. Vous avez extrait des idées qui vous semblent essentielles de documents, vous les avez structurées, vous avez fait un plan, et vous présentez ces idées de façon structurée pour restituer votre note de synthèse. Voilà. Donc ça, c'est un élément essentiel qui n'appelle pas de votre part des « je », des « nous », des « on », des « il faut que », etc., etc. Et notamment, lors de votre
relecture finale, ces 10 dernières minutes, vous devez avoir ça à l'esprit. Gardez vraiment en mémoire que vous avez différentes grilles de lecture. Mais la dernière lecture, c'est vraiment une lecture de forme. Le fond n'a plus lieu d'être puisque cela a consisté en 4h50. Mais les 10 dernières minutes sur vos 5 heures, c'est ces 10 minutes que vous consacrez vraiment à la forme. Et si vous avez mis un « on », ce qui n'est pas grave en soi, voilà. Mais si vous avez la possibilité de l'enlever, ben ces 10 dernières minutes sont consacrées à ça. Voilà pour l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Je vais revoir si j'ai d'autres points éventuellement pour compléter. Peut-être revenir uniquement sur des choses très pratiques. Et puis ensuite, nous inviterons Lucie à nous rejoindre pour répondre à vos questions. De façon pratique, je vous l'ai dit, c'est essentiel de ne pas avoir de coup de fringale. N'oubliez pas qu'une épreuve de notes de synthèse de 5 heures, c'est éprouvant. C'est éprouvant pour l'esprit. Vous allez sortir vidé de cette épreuve, parce qu'il y a le stress en plus. Mais vous allez aussi sortir épuisé physiquement. Et là, ce sont des données de base, hein, c'est du bon sens. C'est pas, moi, j'invente rien, jusqu'à preuve du contraire, on pourra en convenir ensemble. Si votre cerveau fonctionne, c'est qu'il y a de la matière organique, et donc il faut que vous ayez un minimum avec vous d'alimentation et de boissons. Donc pensez bien à ça, c'est important. Mais au-delà de ça, il y a des choses très pratiques. Il ne faut surtout pas utiliser un stylo la première fois le jour de cette épreuve. Alors, j'en conviens, et c'est très sympa, parfois des membres de votre famille vont vous offrir un beau stylo parce que c'est l'occasion et c'est de leur part un geste formidable, mais ne l'utilisez jamais, utilisez jamais un stylo pour la première fois pendant l'épreuve. Parce que si le stylo, malgré ses qualités, fait que l'encre commence à couler, etc., vous allez être perdu, vous allez paniquer et c'est pas bon. Donc, l'outillage que vous allez utiliser, et en priorité le stylo, que vous allez utiliser pendant votre épreuve, c'est un stylo que vous avez déjà utilisé, que vous avez testé, qui va à votre main, qui ne bave pas, qui donne suffisamment d'encre, que ce soit un bic ou que ce soit un stylo à encre véritable. Mais ne négligez pas ça, c'est vraiment dommage de rajouter du stress. Qui plus est, vous pouvez passer à côté de votre épreuve avec ce type d'ennui. Voilà. Ensuite, beaucoup d'étudiants posent des questions sur la couleur. Traditionnellement, 2 couleurs sont admises, la couleur bleue et la couleur noire. Ce que nous vous conseillons, c'est d'utiliser une de ces 2 couleurs et de vous limiter à une couleur. Si on prend l'aspect du magistrat que je suis, et notamment l'aspect contentieux, sachez que si vous utilisez d'autres couleurs, théoriquement, une copie pourrait être invalidée parce que cela pourrait être regardé comme un signe de reconnaissance. Donc, ne commencez pas à souligner en rouge, surtout pas en rouge, qui en plus est une couleur réservée quelque part au correcteur, en vert ou de toute autre couleur. Limitez-vous, il faut être sobre. La sobriété, vraiment, est une qualité pour la note de synthèse. C'est la qualité qui est recherchée. C'est être capable de présenter synthétiquement, de façon simple, ce qui vous est proposé. Et la simplicité, vous allez la retrouver à travers une couleur, donc le bleu ou le noir, peu importe. Ce qu'il y a ensuite, c'est la nature de l'encre que vous utilisez. Pour ceux qui utilisent une encre qui ne s'efface pas, alors naturellement, l'encre sympathique, c'est pas la peine, et l'encre qui s'efface au bout d'un moment, faites attention parce que parfois il y a des stylos qui ont des encres qui durent pas dans le temps, donc ça aussi, je ne vous recommande pas d'utiliser ce type de stylo, mais bon, c'est un petit peu une petite boutade. Pour l'encre bleue ou noire, et surtout les bics, je vous recommande plutôt du blanco, mais du blanco en stick et non pas liquide. Parce que le problème du liquide, c'est que ça fait des trucs pas très propres et en plus, parfois, les copies se collent et même les correcteurs ont du mal à les ouvrir et ça fait des trous. Voilà. Et donc, ça peut vous nuire. Donc, si possible, si vous utilisez une encre qui ne s'efface pas, privilégiez entre guillemets, les blancos plutôt en stick, en rouleau. Pour ceux qui ont de l'encre effaçable, vous prévoyez l'effaceur qui va bien.
Voilà. Et un stylo éventuellement pour écrire sur une zone sur laquelle vous avez déjà effacé. Voilà. Ce sont des petits côtés pratiques, mais croyez-moi, c'est toujours gênant quand un évaluateur doit aller vite pour corriger une copie, qu'il constate qu'il y a des pâtés. Voilà. C'est aussi pris en compte dans la forme de votre copie. Eh bien, écoutez, pour ma part, j'en ai fini. Et puis, nous allons inviter Julie à nous rejoindre et nous allons répondre à vos questions. Alors, naturellement, pendant cet échange, vous avez encore la possibilité de poser des questions, peut-être pour rebondir sur ce que je vais dire, et puis surtout, éventuellement, des compléments. Alors, qu'on se mette bien d'accord dès maintenant. Il n'y a aucune question bête, il n'y a que les réponses éventuellement qui le seront, et comme c'est moi qui vais les faire, donc vous pouvez vous sentir totalement libre. Et surtout, n'hésitez pas sur des côtés très pratiques, parce que, a priori, je devrais pouvoir répondre, parce que là, on n'est pas sur de la connaissance pure, mais si éventuellement je ne suis pas sûr, je vous le dirai, je serai suffisamment modéré dans mes propos pour nuancer ce que vous pourriez éventuellement poser comme question, mais n'hésitez pas vraiment, toute question est opportune, surtout en raison de la nature de cette épreuve, et notre objectif à nous, notamment, et à l'Extinso en particulier, c'est votre réussite. À vous la parole. Alors, nous avons une première question concernant les titres. Donc, il souhaite savoir comment réaliser de bons titres. C'est une excellente question qui appelle des précisions sur différents plans. Tout d'abord, je l'ai dit, c'est le point le plus simple qui va consister à bien distinguer en visuel vos titres du reste de la note de synthèse. Donc n'hésitez pas, parfois on s'interrogeait sur les dissertations pour dire est-ce qu'il faut distinguer. Là pour la note de synthèse, c'est une exigence. Distinguez véritablement votre grand 1 en laissant un espace entre l'introduction et le chapeau. Ensuite, chaque sous-partie, c'est essentiel. Petit point que j'ai oublié tout à l'heure, il y a une transition qui existe dans la note de synthèse, c'est entre les deux sous-parties. Il faut faire une transition. Et vous ne retrouvez aucun document cité, ni dans l'intérêt du sujet, ni dans les plans, ni dans les titres. Ne citez pas de documents dans les titres, ni dans les chapeaux, et enfin, ni dans la transition entre les deux parties. Bon, ça c'est la forme. La question est très intelligente et elle porte sur le fond. Alors, c'est pas évident de répondre à cette question. Comment peut-on vous aider? Premier élément de réponse, les étudiants s'interrogent souvent pour savoir s'il faut un verbe ou pas dans le titre. Alors, il est vrai que en général, on ne recommande pas de mettre un verbe conjugué dans un titre. Donc, privilégiez plutôt une forme impersonnelle. Mais, entre nous, si vous n'arrivez pas à formuler votre titre d'une façon différente, vaut mieux que vous fassiez un titre avec un verbe conjugué parce que cela vous semble bien, que tenter de faire une autre formulation qui ne retranscrirait pas correctement l'idée que vous voulez transmettre. Donc ça, c'est un élément important. Il y a aussi, vous voyez, une règle qui consiste, vous donner un sixième sens. C'est votre travail, c'est un document personnel que vous allez restituer, c'est votre personnalité, donc cet élément est important. Pour voir un autre plan et répondre à cette question, il faut surtout que le titre que vous allez mettre, notamment le titre d'une partie, couvre la totalité de la partie, c'est-à-dire les deux sous-parties. Et donc ça, c'est une exigence, une fois que vous avez bâti votre plan, de garder à l'esprit, vous voyez, en comptabilité, on appelle ça la vérification carrée. Grosso modo, il faut, alors aujourd'hui tout se fait mécaniquement, on va dire, ce sont des calculs, ce sont des algorithmes, donc on ne vérifie même plus, mais à l'époque où les comptables faisaient une vérification manuelle, on additionnait les colonnes, on additionnait les deux côtés, il fallait que le chiffre qui tombait à droite, en bas, soit la somme et l'addition de la colonne et de verticalité, de horizontalité. Vous voyez, c'est du bon sens. Mais là, c'est pareil. La note de synthèse, le titre d'une partie, c'est l'ensemble des deux sous-parties. Et le risque, et pour répondre, essayer de vous apporter une plus-value par rapport à votre question,
Le risque, c'est que votre titre n'aborde qu'un point sur les deux. Pourquoi on est tenté de faire quoi? On est tenté la plupart du temps de donner un titre qui est l'idée, grosso modo, de la seconde partie. Comme ça nous permet tout de suite de partir sur la grande seconde partie de la note de synthèse. Non, gardez à l'esprit que votre titre doit suffisamment être large pour engerber à la fois la première sous-partie et la seconde sous-partie de votre première partie. S'entend. Je pars sur le principe que votre note de synthèse est constituée de 2 parties et que chaque partie est constituée de 2 sous-parties. Gardez à l'esprit que c'est le schéma classique, on va dire général. Mais rien ne vous empêche, si vous dégagez un plan qui vous convient et qui vous semble retranscrire le plus fidèlement les idées essentielles de la note de synthèse, de faire un plan en 3 parties. Rien ne l'interdit. Encore moins de faire un plan en 2 parties avec 3 sous-parties dans chaque partie. L'idée principale qu'il faut garder à l'esprit, c'est la longueur. Il faudra toujours 4 pages au maximum et l'équilibre, l'harmonie entre les parties. Tant que vous respectez ces 2 grands principes, pas plus de 4 pages, une restitution harmonieuse entre les parties, vous n'êtes pas hors de l'attendu. C'est ça qui est important. Voilà. Donc un titre, le titre, c'est ce qui va véritablement décrire les 2 sous-parties qui sont dans sa partie. Voilà. Donc j'ai essayé de répondre. C'est une question qui n'est pas évidente. Alors le participant qui a posé cette question, s'il souhaite un complément, qu'il n'hésite pas, Lucie reformulera éventuellement. Voilà. On poursuit. Alors, la deuxième question, ça concerne donc sur la nature du document. Et il souhaite savoir donc dans quelle mesure il faut coller donc au document dans les sous-parties ou mixer avec son propre raisonnement. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'abord, il faut exclure toute idée qui n'est pas tirée du document. Ça, c'est le premier point. Ensuite, une fois que l'idée est extraite, les correcteurs apprécient que le candidat reformule. Mais, pour avoir corrigé énormément de copies, il faut vous dire qu'un correcteur va corriger plusieurs copies. Et il y a un moyen de détecter finalement qu'un candidat a fait de la paraphrase. Et je vais revenir, parce que la question est très intéressante, sur ce que vous pouvez citer en extrayant d'un document. Vous pouvez citer un document. C'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, c'est même souhaitable si, par exemple, vous avez une définition. Vous avez, admettons, un sujet sur le principe de précaution. Et dans un des documents, on vous donne, par exemple, la définition du principe de précaution au sens d'une organisation internationale. Mais il y a peut-être un intérêt à citer cette définition, si elle est courte, dans l'intérêt du sujet, ou dans la première partie, et plus spécifiquement dans la première sous-partie de cette première partie. Vous avez bien compris, il n'y a aucun intérêt à citer une définition dans la seconde partie, parce que c'est trop tard. Si on commence à définir un sujet à la fin, on est passé à côté, c'est du non-sens, d'accord? Donc, si vous avez une définition, vous pouvez la citer entre guillemets. Ça, c'est très bien. Vous pouvez également citer, entre guillemets, 1 ou 2 idées qui vous semblent importantes, mais pas plus, parce qu'on n'attend pas de vous de la paraphrase. Mais vous pouvez honnêtement mettre entre guillemets ce que vous citez, une phrase ou 2. Qu'est-ce qui va faire, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, qu'est-ce qui va faire qu'un correcteur va passer de votre copie au document qu'on vous a donné à synthétiser? C'est les différences de style. Parce qu'en rédigeant, vous avez un style. Et si, en plein milieu de votre paragraphe, vous changez de style, là, le correcteur va se dire, bah, ça c'est bizarre. Là, il était au passé composé, il passe à l'imparfait. Et je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Et donc là, le correcteur, c'est un indice. Il va aller sur le document que vous citez, et là, il va se rendre compte que vous avez paraphrasé le document. Vous voyez, donc ça, c'est un petit truc pour vous. Les correcteurs ne reviennent au document que s'ils constatent des différences notables dans votre style. Et d'où l'importance pour vous de reformuler. Alors, la reformulation, c'est un avantage parce que c'est ce qu'on vous demande. Donc, vous serez évalué favorablement en reformulant. L'inconvénient,
c'est qu'il faut bien choisir ses mots pour ne pas aller au-delà de l'idée telle qu'elle est exprimée dans le document et surtout pour ne pas faire de non-sens ou de contresens. Parce que là naturellement, vous pourriez être sanctionné. Vous perdez des points si vous faites ça. Voilà. Donc, pour revenir à la question qui est posée, vous avez une grande liberté. À partir du moment où vous avez une idée, vous pouvez la citer où que vous le souhaitez dans votre note de synthèse, à partir du moment où vous la raccrochez à un document. Et ça, c'est un autre élément important. Toute idée exprimée doit avoir un appui, et donc c'est le document, parce que le correcteur doit avoir la possibilité de vérifier que l'idée... Alors, vous comprenez bien qu'un correcteur, il a lu le dossier et qu'a priori, il a les idées en tête. Mais sur les premières copies, il arrive fréquemment qu'un évaluateur va dire « Ah tiens, telle idée, tel document », et il va aller rechercher dans le document si l'idée est exprimée. Et puis quand il aura corrigé 10 copies, il aura en mémoire toutes les idées de tous les documents. Voilà. Donc c'est un élément important. Gardez à l'esprit que les idées, vous pouvez paraphraser, mais très peu de choses. Bien souvent, c'est une définition, bien souvent, c'est une ou deux idées essentielles que vous prenez soin de mettre entre guillemets, et tout le reste, vous reformulez. Et gardez à l'esprit ce que je vous ai dit, un correcteur ne reviendra à un document que si vous changez de style. Donc, c'est votre style et il faut y faire attention. Et peut-être pendant les 10 dernières minutes de relecture, il faut y penser aussi à ça. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Oui, effectivement, deux mêmes questions. Un autre participant souhaitait obtenir cette réponse également. Merci. Donc ensuite, troisième question. On vous demande un exemple d'intérêt de sujet dans l'introduction, si vous en avez un. Oui, par exemple, on va parler du décret Open Data, donc qui est la mise à disposition du public des décisions des juridictions administratives et judiciaires. L'intérêt de ce sujet, par exemple, si l'idée naturellement transparaît dans le dossier qui vous est transmis, c'est par exemple la transparence. C'est le fait que le public puisse, d'ailleurs c'est dans l'intitulé, mais c'est du bon sens, mais encore faut-il bien le comprendre, que le public puisse accéder à tout moment aux décisions rendues par les juridictions administratives et financières, administratives et judiciaires, pardon, les juridictions financières, ce n'est pas un ordre en tant que tel, mais elles existent en France, puissent accéder à ces décisions. Donc ça, il y a un enjeu d'accessibilité, de transparence. Oui, derrière tout ça, ce sont des notions que vous connaissez. L'accessibilité à la justice, l'accessibilité aux décisions, la transparence, et ça transcende un mouvement d'ensemble. Et le décret Open Data, la mise à disposition de ces décisions au public en est un révélateur. Mais, et c'est là où la question est très intéressante, l'intérêt du sujet, c'est aussi parfois le choix que vous allez faire. Admettons que dans les documents, mais surtout... Même l'intérêt du sujet, il ne faut pas exprimer une idée personnelle. Ça, c'est important. C'est l'idée que vous extrayez, mais qui sera la vôtre. La perception que vous avez des documents qu'on vous donne. Vous voyez, il y a une petite subtilité, mais elle est super importante. C'est pour ça que je me permets d'insister, quitte à être avec des gros sabots, peu importe, j'assume. Ce n'est pas une idée personnelle. C'est l'idée que vous faites, vous, la perception que vous allez avoir, vous, des documents qu'on vous propose. Ce n'est pas la même chose. Autre idée dans l'intérêt du sujet. Par exemple, si dans les documents qu'on vous donne, on insiste beaucoup sur les legal tech, et on vous dit, voilà, il y a énormément d'entreprises aujourd'hui qui vont mettre des algorithmes à la disposition de leurs clients, parce qu'en ayant accès à toutes ces décisions, ils vont pouvoir les mettre dans une machine, et la machine, avec une intelligence artificielle, va pouvoir, et notamment, faire de la prédiction, va pouvoir dire, écoutez, mon cher ami, votre procès c'est mal barré, parce que dans 90% des cas, vous allez perdre. Alors, naturellement, ce n'est pas comme ça que ça sera présenté dans la vraie vie. Dans la vraie vie, un avocat qui est un professionnel du droit vous dira « vous avez peu de chances d'avoir satisfaction ». Mais la machine est formidable pour ça. Elle va pouvoir dire que, par exemple, dans quelle juridiction
il y a des pourcentages différents en fonction de telle nature de contentieux. Donc, ce sont des outils assez importants. Mais si cette idée transparaît dans le dossier et que vous voulez qu'elle soit le fil d'Ariane de ce que vous percevez dans le dossier, ben vous en avez tout à fait la possibilité. Donc, ce que je veux dire, c'est très important. La note de synthèse, comme dans votre future activité d'avocat, c'est aussi une personnification, une personnalisation de ce que vous avez à disposition. Et c'est ce qui fait, et vous en rendrez vite compte quand vous serez dans votre activité professionnelle, à matière identique, et là c'est le dossier qu'on vous donne, la restitution sera différente parce qu'il y a une perception différente. Et donc, il vous faut bien ingurgiter le dossier et à partir des idées du dossier, de vous dire, vous, ben moi c'est cette idée qui est développée dans le dossier qui me semble importante et je vais l'utiliser comme fil d'Ariane du début jusqu'à la fin parce que c'est celle qui est mon angle d'attaque. Vous voyez bien, c'est un peu subtil, mais vous êtes intelligent, vous le comprenez bien. Ce n'est pas une idée qui est la vôtre que vous avez sortie de quelque part, et c'est là où il y a un risque. Et la question est très pertinente pour ça. Un candidat, un étudiant qui connaît très bien un sujet, admettons, on a un étudiant qui a fait un master en nouvelles technologies Legal Tech. Il connaît super bien. Eh bien, le risque, pour lui, c'est d'avoir éventuellement, ce qui serait le pire, d'avoir fait un mémoire sur un sujet qui est le sujet du dossier qu'on lui donne. Et parfois, dans son cerveau, de se dire, de ne plus faire le distinguo entre le mémoire qu'il aurait réalisé et les documents qu'on lui donne. Et donc, d'émettre des idées nouvelles, voire une idée d'intérêt du sujet qui ne serait pas celle, finalement, une idée extraite du dossier. Donc, c'est là où il y a véritablement un risque, où, quelque part, il est préférable de ne pas connaître quasiment la matière, mais tout en ayant, et là le professeur Boris Bernabé est remarquable là-dessus, en disant il faut quand même une culture générale, une culture juridique suffisamment solide pour être à même de comprendre toutes les thématiques, toutes les matières qu'on vous propose en tant qu'examen galop d'essai, puis examen du CRFPA. Et donc, sans cette culture juridique, eh bien, vous avez des problèmes après pour restituer, parce que vous ne comprenez pas le sens des documents qu'on vous donne, et à partir de là, vous auriez du mal à retranscrire, à reformuler avec vos propres mots ce que vous auriez lu. Voilà, donc cette culture est indispensable. Culture juridique, culture générale, culture juridique. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et en réponse à la question, l'intérêt du sujet, c'est finalement l'ambiance des documents qui vous sont proposés, l'ambiance générale qui vous amène à penser que c'est vers quoi on vous amène. Et sur un même thème, on peut vous amener vers des thématiques différentes. On va reprendre le thème de l'open data. On peut choisir comme angle d'attaque la transparence. C'est un angle d'attaque, c'est un intérêt du sujet. On peut choisir les possibilités de ces outils avec les Legal Tech aujourd'hui. On peut choisir les risques engendrés éventuellement. Vous voyez, donc, les documents qu'on va vous proposer dans le dossier vont vous amener à comprendre l'angle d'attaque qui est choisi. Et c'est vous qui devez le comprendre et ensuite dire l'intérêt du sujet, c'est ça. Mais ce n'est pas l'intérêt que vous, mais c'est l'intérêt que vous allez déduire des documents et de l'angle d'attaque des documents et du dossier qui vous est proposé. Voilà, j'espère avoir été clair sur ce point. Oui. Alors, on va terminer sur les deux dernières questions. Donc, la première concerne les documents en eux-mêmes, savoir s'il faut les traiter dans l'ordre ou selon la longueur et la nature du document. Excellente question. Ne jamais croire que l'ordre de présentation est l'ordre qui sera l'ordre dans votre restitution. Pourquoi ? Parce que les concepteurs de sujets, dont j'ai été, trouvent un malin plaisir à mélanger les documents. Voilà. Donc, l'ordre qui est proposé n'est surtout pas l'ordre à retenir pour la restitution. Ça, c'est un premier point. Maintenant, effectivement, il est conseillé généralement de lire les documents dans l'ordre. Toutefois, si vous percevez des ensembles, déjà à la lecture du sommaire, par exemple, vous vous dites, tiens, je connais cette veine jurisprudentielle et ces trois jurisprudences, par exemple, qui sont les documents 1, 8 et 14, se rapportent à la même thématique. Ce sont trois jurisprudences qui concernent la même veine jurisprudentielle. Il y en a une, c'est le principe, et deux, c'est des exceptions. Eh bien là, vous avez un intérêt
à lire ces 3 jurisprudences en même temps. Parce que, grosso modo, vous allez vous dire qu'il y a une forte probabilité pour qu'elles soient citées dans le même paragraphe où il y aura des idées qui se succéderont. Voilà. Donc, la première idée importante, dans votre restitution, ça ne sera jamais dans l'ordre qui vous est donné. Deuxième idée importante, si vous lisez les documents pendant la phase de lecture des documents dans l'ordre chronologique, ça ne peut pas vous nuire si vous n'avez pas d'idée préconçue, parce que c'est une des façons de faire, et elle fonctionne très bien. Troisième idée, si dès la lecture du sommaire, vous avez la possibilité de regrouper des documents, autant les lire ensemble, parce que vous gagnerez du temps finalement. Et puis pour votre cerveau, c'est mieux, vous allez les associer pour des paragraphes ou éventuellement les opposer, mais c'est une façon finalement de décortiquer. Vous savez, la méthode de Descartes, c'est ça. C'est quand on a un problème compliqué, on décompose le problème pour ensuite en comprendre toute la subtilité. Mais là, c'est pareil. On vous donne environ 15 documents. Si, dès la lecture du sommaire, vous dites, tiens, il y a 2 documents, ils sont identiques, parce que le thème est identique, ou par exemple, vous avez un document parlementaire qui est le document préalable à une loi. Et vous avez à la fois un extrait du document parlementaire, un extrait de la loi. Donc là, il y a un intérêt à associer les deux, parce que quelque part, ils seront ensemble. Vous voyez, donc c'est vraiment votre intelligence qui doit faire feu de tout bois pour, dès la lecture du sommaire, tenter de faire des petits regroupements. Mais si vous ne le faites pas, parce que vous ne vous sentez pas bien, vous ne voyez pas de lien, ce n'est pas grave. Vous pouvez lire les documents dans l'ordre, et ça marche très bien. Il y a des étudiants qui le font et réussissent très bien. Voilà. J'espère avoir répondu. La question est très intéressante, effectivement. Voilà. On va traiter une dernière question, si vous voulez bien, concernant donc, les parties. Les 2 parties doivent-elles se répondre? Alors, ça va dépendre du plan qui est choisi. Si vous faites, par exemple, un plan en opposition, par exemple, le principe de précaution, ou généralement, quand on va faire un parallèle avec des dissertations où vous auriez 2 mots. Et donc, les 2 mots peuvent amener à des confrontations. On dirait la première partie, c'est on prend une idée contre l'autre, et puis la seconde partie, on fait l'inverse. Là, c'est un peu pareil avec la note de synthèse. On a la possibilité, parfois, en fonction des documents, de confronter des notions dans un sens comme dans l'autre. Donc là, ça va se répondre. Mais ne vous sentez pas obligé par ça. À savoir que si c'est le cas, pourquoi pas? Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Parce que vous avez tout un tas de configurations dans l'élaboration des plans qui font qu'il y a parfois une partie chronologique et puis une partie d'opposition de doctrine, où par exemple la loi prévoit une situation, mais dans les faits, l'application en est différente. Vous voyez ? Et donc, tout est possible à ce niveau-là. Vous pouvez, alors, je vais vous rappeler, parce que la question me le permet, les plans type ENA, donc l'École nationale d'administration, et notamment les méthodologies qui sont enseignées à Sciences Po, connaissent certains types de plans. Il y en a un qui est une des solutions qui est utilisable pour la note de synthèse. C'est un plan structuré en 4 questions et avec une certaine vision chronologique. C'est pourquoi, quoi, problème, solution. Et je vais y revenir. Le pourquoi, c'est le grand A du grand 1. Le quoi, c'est le grand B du grand 1. Les problèmes, c'est le grand A du grand 2. Les solutions, c'est le grand B du grand 2. Alors, remettons les choses dans l'ordre. Pourquoi ? Tout problème, tout dossier, tout thème qu'on va vous soumettre a une origine. Et donc, le pourquoi, c'est finalement d'où on vient. Car toute question, au moment où on va vous la poser, elle aura une origine. Si on la pose aujourd'hui, c'est une explication. Si on vous la pose dans 10 ans, il y aura une autre origine, parce que les problèmes évoluent. Mais il y a des récurrences comme ça. Donc, la première sous-partie, ça peut être réponse au pourquoi. Pourquoi aujourd'hui on nous pose cette question? Et donc, c'est d'où on vient.
Le grand B de cette première grande partie, le quoi. Le quoi, c'est où on en est aujourd'hui. C'est l'état des lieux. Et la question, le dossier qu'on vous soumet aujourd'hui, ce n'est pas le même qu'on vous aurait soumis il y a 6 mois et encore moins dans 6 mois. Parce que les textes qu'on vous donne sont un instantané, c'est un flash. Vous voyez, en comptabilité, on parle de compte de résultat et de bilan. Ben, le bilan, c'est ça, c'est une photo qu'on vous donne. C'est une image, c'est un instantané. Donc c'est un état des lieux. Et pour traiter un problème, tous ceux qui sont dans le privé et dans l'administration active le savent, il faut faire un état des lieux. Soyez très pratique, la vie de tous les jours. Vous voulez louer un appartement, vous faites un état des lieux. Vous voyez, c'est un acte juridique qui a des conséquences juridiques. Ben, c'est la même chose, c'est un état des lieux. La deuxième partie commence par un grand A ou A', qui sont les risques rencontrés ou les problèmes. Vous allez vous rendre compte que, et là, l'idée, c'est où on va. Toute question amène des limites temporelles, des limites financières, des limites technologiques, des hiatus, comme je vous disais, entre et en droit en particulier, c'est une question, mais d'ailleurs dans d'autres domaines, c'est une question très intéressante. La différence entre la norme et l'application de cette norme. Par exemple, on a la loi, on n'a pas les décrets d'application. On a une application différenciée sur le territoire. D'où l'idée parfois de faire des expérimentations avant de généraliser. Vous voyez, donc il y a tout un tas de thématiques comme ça qui sont intéressantes. Donc, où on va, c'est les limites rencontrées, diverses et variées, ou les problèmes rencontrés. Et enfin, pour finir, toujours finir sur une note positive, optimiste, c'est là où on voudrait aller. Donc, c'est les solutions. Vous voyez, on a rencontré des problèmes, on va tenter de les solutionner pour aller de l'avant. Et donc, les solutions, elles sont de multiples ordres. Si vous avez une loi qui n'a pas de décret d'application, bien vous allez trouver le document qui est une étude ou un pré-projet, qui est le projet du décret d'application. Vous avez des limites financières, et bien peut-être vous allez avoir une loi de finances rectificative pour abonder et donner des crédits budgétaires pour traiter une question. Vous allez avoir des limites, par exemple, liées aux communications. Ça va peut-être être de durcir le réseau, de mettre plus de capacité, de doter d'outils permettant d'optimiser l'utilisation de ces outils, etc., etc. Voilà, donc des solutions. Et quand vous avez ces éléments à l'esprit, eh bien, et quelque part, souvent les étudiants posent cette question qui est très pertinente en disant est-ce qu'on peut avoir des plans préconçus, problèmes, solutions, évolution chronologique. Alors, c'est un peu comme la réponse que j'apporte à ça, c'est oui et non. Oui, pourquoi? Parce que parfois, plus vous allez faire de notes de synthèse et plus vous allez acquérir des notions de plans, avoir des plans en tête, comme durant vos études. Quand vous parcourez un Que sais-je, qui est un ouvrage d'environ 100 pages, souvent, bien, vous mémorisez le plan. Et c'est pour ça que ces ouvrages sont très bien faits, parce qu'ils permettent de garder à l'esprit un plan. Et donc, une architecture. C'est comme l'être humain, il a une colonne vertébrale. Ben, la comparaison est la même. Il y a une architecture, on peut s'y référer. Et le cerveau est structuré de telle sorte qu'on a besoin de cette structure. C'est comme le ferraillage dans le béton. Il va permettre de soutenir la structure. Ben là, c'est pareil. Si vous avez des plans en tête, ils peuvent vous servir. Mais en aucun cas, et c'est ça qui est important, il faut calquer un plan que vous connaissez sur le dossier. Vous voyez, c'est ça la nuance. C'est ce que vous proposez, c'est intelligent. Je dis très bien, vous avez la possibilité de le faire. Dans certains dossiers, ça peut être fait. Mais ça ne peut pas être fait dans tous les cas, et ce n'est pas grave. Et surtout, si vous avez un plan que vous connaissez qui s'adapte aux documents que vous avez, je dis oui, bravo, allez-y. Mais par contre, ne cherchez jamais. Et ça, c'est naturel, on le fait pour se rassurer. On apprend des plans par cœur et on se dit, il y a peut-être une question qui va... Voilà. Et c'est là où il y a une véritable différence. Quelqu'un qui va calquer un plan non adapté au document, ça se voit tout de suite, parce que ça ne sera pas retranscrit correctement. Il vaut mieux avoir un plan, on va dire plutôt un plan lambda, avec des titres passe-partout, et reprendre les idées essentielles que vouloir calquer un plan à tout prix qui va faire que finalement la restitution sera moins bonne que si vous aviez délibérément fait le choix de choisir un plan qui est votre plan. C'est-à-dire que à plan égal,
Si vous avez un candidat qui a fait l'effort de bâtir son plan à partir des idées, il sera bien mieux valorisé que quelqu'un qui aura pris un plan lambda et qui aura essayé de rentrer les idées dans ce plan. Voilà. Donc ça, c'est important. Avoir des plans, oui, mais ce qui est avant tout attendu dans cet exercice, c'est de voir comment vous structurez les idées que vous avez extraites des documents. Et enfin, on va pouvoir conclure notamment sur 2 questions qui concernent plus le webinaire en lui-même que la note de synthèse. Oui. Donc, l'un des étudiants souhaiterait savoir donc, si un second webinaire sera prévu et sur quel sujet. Alors écoutez, merci. Ça sous-entendrait qu'on vous a peut-être au moins apporté quelque chose. Donc Lucie, si vous le voulez bien, nous pourrions refaire un webinaire courant septembre et l'orienter, si cela aide les élèves, sur les étudiants qui passent notamment l'examen du CRFPA sur les libertés fondamentales en vue de leur grand oral, puisque l'Extinso sortira au cours du mois de septembre un ouvrage portant sur 1 an de liberté fondamentale qui sera la 2e édition et qui a véritablement pour objectif de doter les étudiants d'un outil très pratique, concret, pour préparer au mieux, avec toutes les questions d'actualité sur l'année écoulée, leur grand oral du CRFPA. Donc la réponse est oui, Lucie. Super, ça réjouira l'étudiant en question. Et enfin, donc plutôt une question technique pour savoir concernant le replay donc, du webinaire. Et effectivement, vous pourrez retrouver donc, ce webinaire sur YouTube ou sur le site L'Extinso étudiant en replay. Merci beaucoup, Lucie. Merci beaucoup à l'Extinso et surtout bon courage. Sachez que préparer un examen ou un concours, c'est une épreuve de longue haleine. Il faut tenir sur la distance et donc nous souhaitons bon courage et tous nos vœux d'encouragement. Merci.